Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Village Semences et nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'économie et désormais entrepreneur. Vous avez lancé un nouveau projet, la Mémère. C'est une glace bio et artisanale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce produit ? C'est une glace fabriquée par l'éleveur laitier bio qui transforme son propre lait et qui gagne évidemment mieux sa vie en transformant sa matière première plutôt que la vendre telle qu'elle est sortie de son tank à lait. Donc lui-même apprend un nouveau métier sous la direction technique d'un artisan glacier, un meilleur ouvrier de France, qui est David Vesmael, qui forme nos éleveurs dans son laboratoire à Lille. Et eux-mêmes ont appris à fabriquer la glace à partir de du lait de leurs vaches. Et évidemment, ça a un avantage. D'abord, ça permet la diversification de l'exploitation agricole, une meilleure rémunération de la matière première et du travail de l'exploitation agricole en tant que telle, plus une rémunération pour le travail accompli comme artisan glacier novice, en quelque sorte. Et surtout, notre alliance que nous avons constituée, c'est une association, c'est-à-dire que pour faire remonter la valeur dans la ferme et dans l'exploitation laitière, on a décidé de s'associer, nous, qui vendons les glaces à la grande distribution, comme l'agriculteur va vendre les glaces en vente locale à la ferme ou dans le circuit très très court, ça permet d'avoir un partage de la valeur. Nous partageons le bénéfice de la réussite de l'effort de l'agriculteur dans la fabrication, de nos efforts dans la commercialisation. Lui, 51%, nous, 49%. Donc c'est un modèle économique complètement innovant où finalement l'agriculteur remplace l'industrie de la glace. Oui, parce que là j'ai vu que vous achetez le lait 80 centimes le litre, c'est plus du double de ce qui se fait sur le marché. L'objectif c'est de mieux rémunérer les agriculteurs et les producteurs. Enfin, on achète l'agriculteur et nous associés, achetons ensemble le lait du même agriculteur à 80 centimes. L'avantage, c'est qu'il n'a pas à faire les investissements, c'est nous qui portons la dette et pas son exploitation agricole. Donc le risque est limité. Deuxièmement, il investit son travail, nous apportons le capital et le financement. C'est une alliance capital-travail. Et avec ça, nous pouvons protéger la ferme, la famille qui travaille ou les associés du GAEC qui travaillent de leur matière première. Et en même temps, ça permet de créer 2 emplois dans l'exploitation agricole, ce qui n'est pas rien. Et en plus, nous partageons les bénéfices au prorata de tout ça. Donc c'est nous qui équipons les fermes. Alors l'innovation est intéressante parce qu'on installe des containers qu'on a recyclés, qu'on a fait repeindre, qu'on avait tout équipé pour les uns d'un stockage réfrigéré, enfin surgelé, et pour les autres un laboratoire de fabrication de glace. Tout cela dans les stabulations, à côté des étables. Bref, c'est le chamboule-tout dans les exploitations où nous arrivons. En tout cas, c'est une belle aventure parce qu'elle est d'abord humaine. On s'associe avec des agriculteurs pour un grand nombre d'années. Et on fait un travail de long terme. De long terme. À leur côté. De long terme. Je voudrais qu'on parle aussi de votre autre société, Bleu Blanc Ruche. Là, vous fabriquez du miel. Là aussi, l'objectif, c'est de mieux payer, mieux rémunérer les apiculteurs. Oui, je crois que la question de la rémunération de l'agriculture est posée. Quand on voit les faillites en série, les exploitations qui sont dans le rouge, les difficultés morales pour les familles de s'en sortir, alors qu'elles travaillent très dur, avec des durées du travail qui sont très longues par semaine, il y a là une injustice qu'une société ait pu laisser tomber la fonction première, nourricière, que remplit l'agriculture dans la société. Et donc, pour moi, c'était fondamental avec ceux avec qui on a monté ces entreprises, des hommes et des femmes de métier, de répartir différemment la valeur. Donc, vis-à-vis des apiculteurs, notre stratégie est de payer beaucoup plus cher que le prix de marché, en contrepartie de quoi nos apiculteurs financent la croissance de leur cheptel, l'augmentation de leur nombre de ruches. Il manque 13 millions de ruches en Europe, il en manque pas loin entre 500 et 800 000 en France. L'autre objectif, c'est d'assurer le repeuplement des abeilles. Oui, on a besoin de plus d'apiculteurs, on a besoin de plus d'agriculteurs, d'éleveurs, et prospères, en bonne santé financière et humaine. Donc on est content de pouvoir participer à une autre partition de la valeur. Donc quand on dit aux consommateurs, pour quelques dizaines de centimes de plus sur votre pot, c'est $1,
c'est insensible. Le prix un petit peu plus élevé pour le consommateur. Oui, mais franchement, prix de la qualité, vous avez des prix. C'est par rapport à ce que des grands distributeurs diffusent, c'est parfaitement dans les prix de marché, c'est invisible et ça rémunère mieux l'apiculteur. Donc cet effort-là du Made in France, du circuit court, pour moi, la création de ces marques équitables va devenir un mouvement de société parce que le consommateur a décidé de défendre l'agriculteur. Mais à condition qu'on ne le trompe pas. C'est-à-dire qu'on lui dise où va vraiment l'argent. Et ça, ça fait partie des marques équitables qui existent. C'est le cas de C'est qui le patron, il y en a d'autres. Hein. Mais nous sommes très contents de révolutionner quand même l'agriculture. Alors, il y a une loi qui a été votée fin 2018, la loi Egalim, la loi Agriculture et Alimentation, dont un des objectifs était de mieux rémunérer les agriculteurs. Visiblement, 1 an et demi après, le compte n'y est pas tout à fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que... Nous ne voyons pas les effets. Pour une raison simple, c'est que face à la force de la distribution qui est concentrée avec quelques centrales d'achat et les innombrables acteurs qui sont en face, il est très difficile d'obtenir un rééquilibrage. Donc à l'évidence, ça ne fonctionne pas. Donc il va bien falloir se poser à nouveau la question de savoir comment faire. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger selon vous déjà, pour que je cette crois loi fonctionne que... et qu'enfin les agriculteurs, les producteurs puissent bénéficier du fruit de leur travail? Je crois déjà que la question de la remontée des prix agricoles va devoir se poser. On ne peut pas continuer à imaginer de manger pour rien. D'abord, regardez dans le pouvoir d'achat des ménages. Dans les années 60, c'était 30% du panier de la ménagère qui était consacré à l'alimentation. À l'époque, tout était bio, hein, finalement. Bon. Et aujourd'hui, c'est 13%. Est-ce qu'il ne faut pas accepter que le prix du logement, du loyer baisse dans le pouvoir d'achat des familles françaises et qu'au contraire, la part que prend l'alimentation réaugmente? Ne serait-ce que parce que la question de la qualité des aliments, de la santé, est quand même derrière le prix et la qualité des produits agricoles. Tout ce qui se passe sur le bio, c'est-à-dire la remontée des prix chez le consommateur, l'acceptation d'une meilleure qualité et une épidémie de conversion, une épidémie au sens positif du terme, c'est-à-dire un mouvement de conversion massif vers le bio chez les agriculteurs, plusieurs milliers chaque année, là je crois que l'année dernière on était à plus de 5000 exploitations, donc on est quand même à des pourcentages significatifs, je crois est une bonne chose. Donc il est évident que les pouvoirs publics doivent soutenir ces conversions et soutenir le pouvoir d'achat des ménages sur la question de l'alimentation. Mais on ne peut pas confier à la grande distribution, dont le travail est de faire des profits dans une période où d'ailleurs l'e-commerce est en train d'exploser, où le secteur de la grande distribution est en grande difficulté aussi, commence à avoir des difficultés. On ne peut pas non plus demander ou confier une politique publique à des acteurs dont le seul intérêt est de faire du profit. Il va bien falloir qu'à un moment, les prix administrés, d'une manière ou d'une autre, réapparaissent tels qu'ils existaient à l'époque de la politique agricole commune dans sa naissance. Nous avions des mesures de protection des prix, de dégagement de marché. C'était la régulation agricole au sens historique du terme. Et franchement, depuis la disparition des quotas laitiers, on voit les dégâts sur la profession laitière. Dernière question, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Les agriculteurs dénoncent souvent l'agribashing ambiant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous constatez, vous aussi, cet agribashing, cette critique des agriculteurs? Vous avez une tension entre une performance économique telle qu'elle a été héritée d'un enseignement, d'une éducation, et une tension, et avec les besoins des consommateurs et une tension environnementale. Donc le travail des pouvoirs publics, c'est de résoudre cette tension et de la réconcilier. Donc d'aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques, ce qu'ils font déjà beaucoup, et aider les consommateurs à comprendre qu'il y a de la bonne nourriture chez nos agriculteurs. Ce travail de conciliation, c'est le responsable politique qui a ça en charge. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je m'y suis essayé dans d'autres domaines aussi, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Montebourg d'avoir répondu à notre invitation.